Bonjour, bienvenue à cette autre livraison de la revue des Grandes Unes sur Equinox Télévision. Si vous nous recevez à l'instant, vous êtes en direct du programme qui fait la part belle au traitement de l'actualité tel que paru au sein des tabloïds durant la journée. Je vous invite à vous installer confortablement et à parcourir avec nous les titres sélectionnés par notre rédaction centrale qui constitueront l'ossature de cette autre livraison de la revue des Grandes Unes. Nous débuterons avec la première thématique de cette émission, les attentats survenus. L'attentat survenu à Ekondo Titi. Nous sommes dans le département du Dian, région du sud-ouest Cameroun, et le journal La Nouvelle Expression qui titre sur un sous-préfet et un maire assassinés du côté de cette localité-là. Ils ont été victimes d'une attaque à l'engin explosif improvisé. Bilan, le sous-préfet mort sur le coup, le maire de la ville d'Ekondo Titi mort sur le coup également, le président de section du RDPC et également un adjudant chef qui est décédé au cours de cette attaque à l'engin explosif improvisé. Bilan, 5 morts selon le journal La Nouvelle Expression. Mutation, lui aussi, parle de cette actualité. Ekondo Titi décapité, c'est le titre de Mutation de ce matin. Sauf que le bilan de Mutation monte à 7 morts. 7 morts, c'est le bilan que signe le journal Mutation de ce matin. Le Messager parle d'Ekondo Titi, ville cruelle. Au-delà de cet attentat survenu hier après-midi, il y a bien sûr le sinistre drame qui s'est déroulé là-bas avec la jeune fille décédée après avoir reçu des balles tirées par un élément des forces de défense et de sécurité. Ekondo Titi serait-elle devenue le théâtre de l'enlisement de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest? Nous essaierons d'en savoir un peu plus au cours de cette édition de la Revue des Grandes Unes. La deuxième thématique de cette émission sera consacrée justement aux 40 véhicules aux autorités et aux enseignants. Crève la faim, le paradoxe du pays organisateur, comme certains l'appelaient autrefois. Le Cameroun Tribune qui titre sur cette actualité « Tout sauf des jouets ». C'est ce qu'a retenu en substance le Cameroun Tribune de l'allocution aux différents préfets et sous-préfets faite par Atanganji, ministre de l'administration territoriale, qui a remis ce don du chef de l'État et a mentionné que c'est un don hautement stratégique dans une période critique que traverse le pays. Le soir, lui aussi, relaie cette actualité. Et Atanganji qui remet 40 véhicules aux préfets et aux sous-préfets, 40 véhicules d'une valeur estimée à l'unité 25 millions de francs CFA, soit un peu plus d'un milliard de francs CFA dans l'ensemble. Pendant ce temps, Émergence lève le contraste. L'on remet des véhicules aux sous-préfets et aux préfets et des enseignants qui se meurent. De l'autre côté, le gouvernement provoquerait-il le courroux des enseignants en procédant à une pareille remise de dons alors que le mouvement OTS, on a trop supporté, est toujours en marche et que le gouvernement a des dettes envers les enseignants qui s'élèvent à plus de 150 milliards de francs CFA. Le Jour vous propose, lui, de connaître le quotidien de ces enseignants en détresse. C'est le titre du journal Le Jour qui, par ricochet, vous mène dans le quotidien de certains enseignants sélectionnés sur le volet par le quotidien. Quels sont leurs désespoirs et leurs déboires au cours de cette revendication des enseignants qui dure déjà depuis près de 2 semaines? Nous essaierons d'en savoir un peu plus. Sommes-nous dans un État qui préfère privilégier les unités administratives au détriment du socle de la société que sont les enseignants? Nous essaierons d'en savoir un peu plus au cours de cette édition de la Revue des Grandes Unes. Nous parlerons de ce clash entre le ministre des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique et le directeur général de la Sonamine et l'essentiel qui titre en sa une sur l'avantage qui est donné à la Sonamine. C'est ce que dit le journal L'Essentiel qui justement mentionne le fait qu'après 15 années de tractation, finalement, l'accord pour la construction du chemin de fer reliant les villes de Mbalam et Nabeba a été finalement ratifié pour l'exploitation du fer de Mbalam dans le Congo voisin. Cependant, une signature qui intervient alors que le climat est crispé entre le directeur général de la Société nationale des mines du Cameroun et son ministre de tutelle. Y a-t-il conflit d'intérêts entre les deux personnalités?
Qui peut trancher ce conflit en gestation? Nous essaierons d'y voir un peu plus clair au cours de cette édition de la revue des Grandes Unes. Voilà, mesdames et messieurs, les titres sélectionnés par notre rédaction qui constitueront l'ossature de cette autre livraison de la revue des Grandes Unes. Et pour comprendre, commenter, décrypter et bien sûr analyser ces titres pour votre bon soin, je reçois sur ce plateau le directeur de publication du journal The Politics Hebdo, spécialisé dans l'analyse et le décryptage de l'actualité politique. Lui a fait le déplacement pour être avec nous ce matin, comme tous les jeudis. Guy Hervé Fongan est comme à l'accoutumée avec nous. Cependant, nous allons passer une information selon laquelle certains enseignants seraient en train de lever justement le bouclier contre leurs représentants de syndicats qui seraient signataires de certains accords qu'ils ne reconnaissent pas. Le mouvement de grève n'est donc pas interrompu selon une interview menée avec l'un des représentants syndicaux des enseignants sur le terrain, Raoul Nemopi, qui a accordé une interview à la revue, au journal La Nouvelle Expression. Nous le recevons sur ce plateau, Guy Hervé Fongan. Bonjour et bienvenue. Bonjour Cédric et bonjour aux millions de téléspectateurs qui ont le même plaisir à regarder la revue qualitative des journaux qui paraissent au 237 au Cameroun. Ce matin, je voudrais avoir une pensée pour l'APTOUR. L'APTOUR, c'est l'association de la presse pour un tourisme responsable. Vous vous rappelez qu'en le 21 novembre dernier, au cours d'une assemblée générale à Yaoundé, j'avais été élu vice-président national en charge du développement local et avec pour président Jean Solaire Cuité. Alors je voudrais simplement dire que l'APTO vient d'être admise en tant qu'association à la FIGET. La FIGET, c'est la Fédération internationale des journalistes et écrivains du tourisme. C'est une des organisations les plus prestigieuses au monde, qui a été créée en 1954 et qui fait dans la promotion du tourisme en tant que puissant facteur de réconciliation et entre les peuples. Donc cette admission de l'APTO comme membre de la FIGET est une information qui me semble importante à mettre à la disposition du grand public parce que désormais l'APTO, dont je suis vice-président national, va monter d'un cran et contribuer à promouvoir l'image de marque du Cameroun. Donc je souhaiterais ce matin dire bonjour à tous les membres et sympathisants de l'APTO, l'association de la presse pour un tourisme responsable. Justement, cette association qui aura du pain sur la planche, vous aurez du pain sur la planche, Guy Hervé Fongan, parce que le Cameroun a de nombreux atouts touristiques qu'on aurait pu promouvoir pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement, ça n'a pas été fait, mais le Cameroun accueillera d'autres échéances dans les prochaines années. En face de vous, il nous a rejoint sur ce plateau, Prince Aristide Gekam, directeur publication de l'hebdomadaire Forum Libre. Bonjour et bienvenue. Bonjour Cédric Ding, mes amitiés au vice-président national ainsi qu'au président Jean Solaire Cuité. Et je voudrais saluer les Camerounais qui nous suivent tous les jours. Mais surtout, quand j'arrivais dans ce studio, j'ai ressenti quelques gouttes de pluie. Je voudrais que les dieux et nos ancêtres soient avec nous pour qu'il n'y ait plus de pluie. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons un problème d'eau au Cameroun. Et il se trouve que sur le plan technique, du côté de la Camwater et du ministère de l'eau, on nous indique que nous avons principalement, depuis un certain temps, un problème d'étiage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment d'eau. Et vous avez au niveau de Nkonsamba, Melong, ils n'ont pas pratiquement d'eau. Et au niveau de Yaoundé aussi. Donc il y a un problème véritable de sécheresse dont fait face Camwater. Et c'est la raison pour laquelle, de ce côté-là, on est obligé de faire le tour avec les camions citernes pour essayer de ravitailler les populations. D'autre côté, vous avez un problème créard avec les coupures intempestives d'énergie électrique. Et on nous explique tant bien que mal les raisons, mais il faut noter que c'est un problème fondamental. Nous qui imprimons les journaux dans les imprimeries, n'est pas évident. Vous remarquerez que les journaux arrivent un tout petit peu en retard dans les kiosques. Oui. C'est parce que les imprimeries font face, malgré qu'ils ont des groupes électrogènes, ils font face à ces coupures intempestives. Je voudrais dire ici qu'il faudrait que l'entreprise en charge de ces questions-là puisse véritablement communiquer, parce que je n'ai jamais vu une entreprise comme Eneo qui est autant détestée, même par les bébés. Je dis qui est autant détestée
même pas les bébés. Donc je voudrais attirer leur attention pour que des efforts considérables soient faits de ce côté-là, parce qu'on n'arrive plus véritablement à travailler. Vous êtes en train de boucler un journal, il y a coupure de lumière, vous êtes obligé de recommencer le travail. Donc ça devient très difficile. C'est des coûts supplémentaires. Et c'est des coûts supplémentaires, même non seulement dans la production, et même dans la chaîne de distribution. Donc je voudrais un coup de gueule à l'entreprise Eneo de faire des efforts, parce que ça devient très compliqué pour nous autres entrepreneurs. Oui, justement, cela devient de plus en plus compliqué avec les coupures qui sont devenues monnaie courante. Le quotidien des Camerounais s'en retrouve bousculé. Nous entrons dans la première thématique de cette émission, messieurs, avec cet attentat survenu hier après-midi dans la localité des Kondotiti, dans le département du Ndian, région du sud-ouest Cameroun. Les journaux les spéculations vont bon train dans les journaux. Quant au nombre de victimes, le journal La Nouvelle Expression parle de 5 victimes, pendant que Mutation parle de 7. Mais au-delà de cela, Guy Hervé Fongan, et Kondotiti est-elle en train de devenir une ville cruelle, comme le dit le messager? Non, le Nozo pas Kondotiti, le Nozo, de manière générale, depuis quelques années, 4-5 ans déjà, a démontré à la face du monde que c'est un no man's land où chacun peut faire ce qu'il veut, au regard de ce qu'on observe au quotidien. On avait pensé qu'on va observer une période d'accalmie, parce que on est sorti du grand dialogue national. Il y a eu une rencontre des leaders anglophones aux États-Unis. Vous vous rappelez, sur le même plateau, j'avais dit que c'était un écran de fumée, que ça n'avait pas produit grand-chose, puisque ceux qui avaient été rencontrés aux États-Unis et dans d'autres pays à l'étranger n'étaient plus capables de contrôler les factions sur le terrain. Et là, c'est une démonstration de force qu'il faut prendre très au sérieux, parce que là, ils s'attaquent au symbole de l'État. Ça devient de plus en plus très sérieux. Quand les gars réussissent à attaquer un sous-préfet et un maire, ça veut dire que le sous-préfet, c'est le représentant du chef de l'État dans cette région-là. Donc ils montent d'un cran, ils s'attaquent au symbole de l'État. S'ils peuvent aussi facilement neutraliser, vous savez que dans le langage militaire, je ne prêche pas aux convertis que vous êtes, dans le langage militaire, neutraliser, c'est tuer. Oui. Donc s'ils arrivent à neutraliser tout un sous-préfet et un maire, aussi facilement, je me mets à la place des populations qui vivaient dans ces zones. Parties du Cameroun. Ils doivent vivre dans une psychose permanente. Et tel que c'est parti, je pense qu'il est plus qu'urgent maintenant. Moi, j'ai lu il y a quelques jours la lettre du ministère de la Communication adressée qui appelait aux belligérants Cameroun, aux belligérants États de la guerre en Ukraine. Qui oppose l'Ukraine à la Russie, qui appelait les deux États à s'asseoir et à dialoguer et à parler. C'est-à-dire que cette scène, je l'ai lu au moins 5 fois, j'étais mort de rire. C'est-à-dire que vous appelez les gens à des milliers de kilomètres de chez vous, 6000 kilomètres de s'asseoir et de se parler, alors que sous votre nez, les gens sont tués tous les jours parce que les gens refusent de se parler de manière honnête et sincère. Je pense que cette attaque va obliger nos dirigeants à se ressaisir et à véritablement se parler. Et j'espère, parce qu'il y a un autre aspect des choses. Il faudrait qu'on ait le courage, la lucidité de le dire. Nos ONG qui ont la facilité très souvent de monter au créneau quand il y a ce type d'incident, nous aimerions bien cette fois écouter Human Rights et les autres qui tous les jours rappellent les droits de l'homme, condamner aussi les actes des séparatistes. Parce que c'est totalement inacceptable. Ils attaquent les écoles, ils attaquent les hôpitaux, ils attaquent les autorités. Vous voyez que chaque fois, la guerre monte d'un cran. Il serait intéressant aussi que ces ONG, qui tout le temps rappellent les droits de l'homme, etc., critiquent tout et n'importe quoi, cette fois-ci, au moins qu'ils fassent une sortie pour dénoncer ce qui vient de se passer à Kondotiti. Parce que là, la guerre est en train de monter d'un cran. Les populations dans ces régions-là doivent vivre dans un inconfort, j'allais dire indescriptible. Ouais, justement, Prince Aristide Ngekam, c'était déjà une guerre asymétrique. Il n'y avait pas une armée parallèle en face de l'armée camerounaise. Aujourd'hui, on se dirige plutôt vers une guerre kamikaze, des attentats à la bombe, aux engins explosifs improvisés, piégés. Est-ce que justement, ce modus operandi-là n'est pas propice à enliser encore cette crise dans les régions anglophones? Mais la crise est là. Moi, je dirais, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, à part des morts encore en plus.
Vous savez qu'il y a des morts là-bas tout le temps. Il y a des agressions là-bas tout le temps. Il y a d'autres agressions qui sont faites dans le Nozo, le nord-ouest et le sud-ouest, sans que nous ne soyons même au courant, sans que le grand public ne soit au courant. Parce que des gens de temps en temps négocient de ce côté-là. C'est-à-dire qu'on enlève des gens, ils négocient et après on vous dit qu'ils sont revenus dans la ville. Pour dire quoi? Pour dire que c'est une situation malheureuse, très malheureuse, et pour ceux qui pensent que c'est un fait nouveau, non, ce n'est pas un fait nouveau. Vous vous souvenez qu'au temps du ministre de l'administration territoriale, René Emmanuel Sadi, oui, un sous-préfet avait été enlevé, et bien après, le gouvernement est arrivé. Justement, et il y a on eu avait plusieurs certains analystes qui ont été enlevés. Voilà, certains analystes avaient estimé. Même été enlevé. Voilà, certains analystes avaient estimé. A été enlevé. Exactement. Certains analystes avaient estimé en ce temps-là que le ministre René Emmanuel Sadi ne s'était pas beaucoup bousculé parce qu'on avait enlevé tout un sous-préfet et qu'il ne s'était pas rapidement déplacé pour aller à Bamenda s'enquérir de la situation. Aujourd'hui, c'est une zone dangereuse et j'ai l'habitude de le dire ici. Les gens qui passent le temps à faire des campagnes pour demander aux enfants d'aller à l'école, alors qu'ils savent que la sécurité de ce côté-là n'est pas garantie, ils doivent prendre l'exemple du sous-préfet encore. Moi, je dis, il faut avoir des exemples pour essayer de sensibiliser. Évaluer même pour essayer de sensibiliser les gens. Guy a dit qu'on a agressé tout un homme. Il faut rappeler dans le contexte des symboles de l'État. Il faut rappeler dans le contexte que le sous-préfet était dans son travail, c'est-à-dire que dans ses prérogatives, il faisait une tournée socio-économique. Vous savez, lorsqu'un sous-préfet arrive dans une zone, il peut se donner peut-être, par exemple, 2 mois le temps de s'asseoir, ou 3 mois, ou même 6 mois, oui, et faire une tournée socio-économique pour rencontrer non seulement les populations et de se rendre compte peut-être des entreprises qu'il y a dans cet arrondissement, ou bien tout ce qui est fait de bien de ce côté-là. Donc, c'est le travail que le sous-préfet de Tiko, de Ekondo Titi, autant pour moi, c'est situé dans le département de Ndian, était en train de le faire, et son convoi a été attaqué. Il était notamment avec des hommes armés qui assuraient sa garde, accompagné pour la circonstance, comme d'habitude, avec le maire d'Ekondo Titi et un militant du RDPC, pas des moindres, le président de section, oui, RDPC de ce côté-là. Ils ont été pris à partie, il a perdu la vie, son chauffeur, le maire, et un agent de la sécurité. De la sécurité et aussi de la sous-préfecture des Kondotiti. Donc c'est un fait malheureux qui est très grave, et je voudrais rappeler que interpeller encore le gouvernement à plus de dialogue, parce qu'on ne maîtrise pratiquement rien de ce côté-là. Oui. À tout moment, on peut vous enlever, à tout moment, on peut vous agresser. Ce n'est pas la première attaque du genre. Vous vous souvenez que le ministre de la Défense lui-même, lorsqu'il allait du côté du sud-ouest, son convoi a été attaqué, aller et retour. Lorsque le préfet du sud-ouest, je pense que c'était l'installation du préfet de Koumane Gouba, le convoi a été attaqué, aller et retour. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des gens de ce côté-là qui disent, nous n'avons peur de rien, nous menons une revendication, qu'elle soit bonne ou mauvaise, nous allons faire aller jusqu'au bout à l'armée du Cameroun. Oui, je voulais seulement sortir rapidement pour dire que si, là on est au sud-ouest, hein, parce que jusqu'ici on avait réussi à circonscrire des attaques à la région du nord-ouest. Là on est au sud-ouest, c'est pas très loin de Douala, hein, parce on n'est pas très loin de Douala. Exactement. J'ai juste envie de dire que si l'État est fort, il nous écrase. S'il est faible, nous périssons tous. Donc il est urgent que les gens se ressaisissent et que l'État prenne ses responsabilités. Que l'État prenne ses responsabilités. Parce que moi, je connais des familles qui, depuis 3-4 ans, sont venues à Douala, ne sont plus jamais retournées au sud-ouest, qui ont tout abandonné là-bas. À cause de cette guerre. Et je crois que ça devient chaque jour un peu plus intenable. Et c'est autant malheureux qu'il y avait. C'est autant malheureux parce que voilà un homme qui a pris le risque pour servir. Qui a pris le risque. On l'a affecté. Il est parti. Alors qu'il y a beaucoup de ses collègues qui avaient pris le risque. Je dis bien, imaginez un peu, il a pris le risque de servir parce qu'il aime l'État, parce qu'il a envie de servir cet État. Mais malheureusement, il est face aux gens qui sont sourds, et je dirais pas mieux, mais qui sont sourds à toutes sortes de négociations, et nous en sommes là aujourd'hui. Avec plusieurs morts sur le carreau, la deuxième thématique de cette émission, messieurs, 40 véhicules aux autorités
et des enseignants qui crèvent la faim. Le paradoxe du pays organisateur, comme le disait le feu Charles Ateba Yéné. Paul Atanganji, ministre de l'administration territoriale, a remis 40 véhicules au préfet et au sous-préfet en mentionnant que c'était tout sauf un jouet, sauf que paradoxalement, le Cameroun connaît un mouvement de revendication qui prend de l'ampleur, le mouvement OTS. On a trop supporté. Guy Hervé Fongan, est-ce que l'État a bien calculé son coût à ce moment-là? Est-ce que ce n'est pas un peu se foutre de la gueule, pardonnez-moi l'expression, des enseignants que de procéder à une remise de 40 véhicules dont l'unité serait évaluée à 25 millions de francs CFA alors qu'on a des dettes envers les enseignants qui s'élèvent à plus de 150 milliards. Est-ce que c'est pas un peu se foutre de la gueule entre encore une fois des enseignants? C'est plus que ça, c'est plus fort que ça. Je crois que le sujet est tellement, je suis tellement très mal d'en parler parce que c'est d'une cruauté indescriptible. Parce que quand vous avez des gens qui ont atteint un degré de déshumanisation, je pense que c'est la forme la plus achevée de cruauté qu'on puisse vivre dans un pays. Moi, je suis dessus. J'ai envie de, chaque jour un peu plus, j'ai envie de croire à la thèse du complot scientifique, chaque jour un peu plus. Vous savez, la meilleure façon de détruire un pays, de le déstabiliser, c'est d'attaquer son système éducatif. Et tel qu'on vit ce qu'on vit là depuis plusieurs années, parce que ça dure depuis, hein. Oui. Les anciens ont simplement choisi de parler maintenant. C'est depuis là qu'ils on a un cas patent, Soso Eli, 28 ans sans salaire. Ils souffrent le martyre depuis. Ils ont seulement décidé d'en parler aujourd'hui. C'est depuis que ça dure. Je dis que c'est la meilleure façon de détruire un pays, de déstabiliser un État, c'est d'attaquer son système éducatif. Et tel que les gens sont en train de se comporter là, avec un tel degré de cruauté, eh bien on est convaincu de ce que les gens veulent fragiliser à tout prix cet État. Parce que j'ai encore vu il y a quelques jours, ça ne vous a pas échappé, le ministre de la fonction publique. Oui. A engagé une initiative qu'il a appelée une initiative des résultats rapides. Il parle de 8000 dossiers qu'on va traiter en 15 jours. Ça veut dire quoi en théorie? Ça veut dire qu'en fait, c'est possible. 8000 dossiers, à la fois les enseignements secondaires et les enseignements de base. Qui vont être rapidement. Il demande à ses collaborateurs d'accélérer le travail et de se mettre au boulot. Ça veut dire qu'il a fallu le pousser. Il a fallu qu'on arrive à ce cas d'extrémité pour que les gens se souviennent qu'il y a 8000 dossiers en instance qu'on peut rapidement traiter et évacuer. Ça ne fait pas sérieux. Le ministre des enseignements secondaires, le ministre des parce que c'est la base en fait. De l'éducation de base. De l'éducation de base. Et le ministre de la fonction publique doivent être sérieusement interpellés. À la limite, j'allais dire, si on était dans un pays sérieux, dans un conseil de ministres, on les aurait tous les trois interpellés de manière très violente. Parce que la vérité, c'est là, on parle de la base. Hein. Vous savez que quand la base est fragile, le sommet ne peut pas tenir. Oui, justement. Prince Aristide Guekam, on parle du ministre de l'enseignement, de l'éducation de base, de l'enseignement secondaire, et par ricochet peut-être du ministre des enseignements supérieurs qui devrait être interpellé, puisque le CNES va rejoindre le mouvement. Est-ce que cette tripartite-là est la seule responsable du marasme du système éducatif ou de la prise en charge des enseignants aujourd'hui au Cameroun? Non, je ne pense pas. Le sujet qui est évoqué ici et dont vous nous interpellez, c'est la contradiction que certains... Entre la remise de 40 véhicules et les enseignants. J'aurais dit que chaque département ministériel a son job description et a un programme. C'est-à-dire que lorsqu'on lance le budget, chacun va défendre son budget. Dans le cas précis... Sauf que là, on précise, c'est un don du chef de l'État. Non. Bon, le ministre Atanga a l'habitude de parler de don. Vous savez, il est dans une démarche de déifier le président de la République, de mettre le président de la République. Non, c'est une affaire qui est sérieuse. Les sous-préfets et les préfets ont droit à leur voiture. Ça, il faut le rappeler. Parce qu'il y a des sous-préfets et des préfets qui n'ont pas de voiture. Je dis bien qu'ils n'ont pas de voiture. Ils ne crient pas à U et à Dia. Mais c'est un problème. Je voudrais vous dire que les 40 véhicules qui ont été donnés, il y a d'autres sous-préfets encore dans le Cameroun on a 360 arrondissements. Qui n'ont pas de voiture. Et donc, cette publicité, même je dirais même, c'est se moquer même de la gueule. Parce que ces autorités administratives doivent avoir au moins un véhicule de fonction. Et ils n'en ont pas. Oui. Et c'est la raison pour laquelle cette cérémonie a été faite. Oui. Bon, moi, si j'avais un avis personnel, on ne devrait pas en faire toute une publicité. Pour dire quoi? Pour ce qui est de l'affaire, je l'ai suffisamment expliqué hier à d'autres occasions. Je voudrais rappeler qu'au niveau de l'OBC, on a débloqué 800 millions oui. pour payer les aérés des enseignants. Lors des corrections. Lors des corrections, on a débloqué 800 millions. Et il y a 2 milliards
C'est-à-dire qu'on doit pouvoir débloquer, mais qui est de l'ordre du ministère de l'enseignement secondaire qui doit pouvoir faire quelque chose. Donc voilà autant de choses qu'il faille. Non, est-ce que ce sera suffisant pour endiguer le gap de 152 milliards que revendiquent les enseignants? Non, j'ai dit c'est un long processus. Je l'ai expliqué hier, c'est un long processus. Vous avez les problèmes des différents ordres. Vous avez les problèmes de reclassement qui ne sont pas payés. Oui. Vous voyez, et quand le ministre, il fait bien de dire que le ministre de la fonction publique a demandé, et je l'ai expliqué hier, qu'il y avait des goulots d'étranglement dans le traitement des dossiers au ministère de la fonction publique et sur les paiements, et même dans les paiements au niveau du ministère des Finances. Et donc ces deux ministères devraient également aussi être interpellés. Oui. Non. On sort rapidement. Oui, on sort rapidement. Vous savez, je crois que c'est un sujet très sérieux, à la limite qui pour moi devait prendre tout le temps d'antenne. En communication des crises, on cherche sur les perceptions. Le timing est très mal choisi. C'est même de la provocation, comme un journal a titré. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez votre épouse à la maison, avec qui vous avez des sérieux ennuis, qui vous posent des problèmes de vos enfants qui sont pertinents, et vous allez offrir une voiture à votre maîtresse. Ce n'est pas... Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis désolé, chaque ministère, c'est vrai, c'est un système, mais chaque ministère doit pouvoir dérouler qui avait fondé. C'est comme, vous irez même dire à Maraouda, laissez Guy Hervé Fongan poursuivre dans son explication. Parce que les enfants n'ont pas mangé depuis plusieurs semaines, mais vous allez quand même offrir une voiture à votre maîtresse, souligner la barbe de votre épouse. C'est de la provocation. C'est même ce que Aristide refuse de dire, le prince. Le ministre Atanga n'est pas le ministre de l'enseignement secondaire. Eux au moins, quand ils sortent de l'ENAM, ils sont payés étant à l'école. Quand ils sont à l'ENAM, ils sont déjà salariés pendant qu'ils sont à l'école. L'ancien qui sort de l'école fait 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans son salaire. Vous estimez que... Vous dites aux gens qu'il y en a qui ont pas Concernant le débat. Le débat n'est pas là. Le débat, non, c'est... Le débat n'est pas là. Bon. Chaque département ministériel je tiens juste à préciser, messieurs, je tiens juste à préciser que les super fonctionnaires. Guy Hervé Fongan, je tiens juste à préciser, messieurs, que je tiens juste à préciser. Vous savez combien ce préfet touche? Messieurs, je tiens juste à préciser. Messieurs, vous savez combien il touche? Prince Aristide Gekam, Guy Hervé Fongan, je tiens juste à préciser l'utilisation de la formule don du chef de l'État. Ça prête à équivoque. Ça signifie peut-être implicitement que ce n'est pas quelque chose qui ressort de caisse. C'est inscrit dans le budget. Le timing n'est même pas bon. Je vous dis que ces gars pourquoi parler de don du chef de l'État? Les enseignants se plaignent de... Vous avez qui ont fait des corrections d'examen depuis 3 ans n'ont pas été payés. Vous avez qui sont 10 ans en attente de matricule. Vous avez qui ont fait 28 ans sans intégration. Et ils sont à la base tous des fonctionnaires. Et ceux-là même sont payés quand ils sont encore à l'école. Et à ce moment précis, où les enseignants qui sont vous savez qu'en termes de catégorie, au MINA, on ne doit pas travailler. Non, il y a... Au MINA, on ne doit pas travailler. Messieurs, il faut lire l'environnement. Il faut responsabiliser. Messieurs, nous allons... C'est trop facile. Vous venez là de dédouaner. Vous cherchez à dédouaner le ministère des enseignements secondaires. Il faut lire son environnement. Et le ministre de la fonction publique, qui ne font pas leur travail. Messieurs, nous allons mettre un terme à cette émission. Le MINAT n'assume pas l'État du ministère des enseignements secondaires ou du ministère des fonction publique. Guy Hervé Fongan, messieurs, nous allons mettre un terme à cette édition de la revue des grandes unes. Merci de nous avoir suivis au cours de cette nouvelle livraison de la revue des grandes unes. Nous vous invitons à faire un tour du côté des kiosques, même si depuis un temps, avec l'influence de l'entreprise en charge de la distribution électrique au Cameroun, les journaux connaissent un retard à la livraison. Faites un tour du côté des kiosques, l'actualité est riche. Entre-temps, vous avez rendez-vous avec Michel Gachou dans 10-12 Zénith. Nous, on vous dit à demain. Tu as gâté l'émission. Le Milan...